Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu ce matin à ce magnifique événement organisé par l'équipe de WordCamp et d'avoir choisi mon talk pour démarrer cette journée. Première chose, sachez que j'ai préparé des slides à vous partager, que je vais partager probablement sur Twitter après la conférence. Et sur les slides, il y a tout un tas de slides supplémentaires de bonus avec des liens vers des ressources et des outils. Donc, ça veut dire que pour cette présentation, vous pouvez vous détendre et profiter d'écouter sans vous dire que vous devez prendre des notes ou retenir les outils. Donc, relax and enjoy. Moi, je m'appelle Isaline. Dans la vie, dans mon travail, j'aide les projets à être vus et j'aime en particulier conseiller les entreprises pour choisir leurs bons outils, autant que ce soit pour être visible dans les résultats de recherche, mais aussi pour comprendre les données qui sont disponibles sur leur site Internet et à propos de la concurrence. J'adore aussi chercher des détails dans des Google Sheets. Donc, j'adore prendre ma casquette de détective et chercher qu'est-ce qui pourrait être changé, d'où vient un problème et trouver des solutions. Et j'aime aussi jouer avec des mots, comprendre l'univers des mots que les gens utilisent pour chercher un produit et à quelle étape d'un tunnel de vente se rapporte quel mot dans les recherches. J'ai pas vraiment l'habitude d'être moi-même speaker. Je suis plutôt dans le rôle de l'équipe d'organisation. Vous me connaissez peut-être du podcast que j'anime qui s'appelle Work in SEO. J'interviewe des gens qui racontent leur histoire pour aider les autres SEO ou les gens qui aimeraient commencer à travailler dans cette industrie, pour aider les gens à naviguer leur carrière, en fait, à comprendre les choses dont on parle. Parfois, quand on commence au SEO, il y a tellement de nouveaux mots, tellement de vocabulaire, de choses à apprendre que ça peut paraître un peu overwhelming. Mais non, ça ne l'est pas, on s'en sort. Et surtout, j'aimerais montrer que cette communauté SEO, elle accueille adéquatement les gens qui veulent y participer. Vous me connaissez aussi peut-être du meet-up que j'organise avec Sarah Mokan-Sayeh qui s'appelle SEO Nerd Switzerland. On a commencé en 2019. C'est un meet-up qui est maintenant online. Et là, c'est vraiment pour apprendre des choses, des skills pour devenir des meilleurs SEO. Donc, c'est moins divertissement, mais c'est plus apprentissage. On se réunit, on se voit en ligne une fois par mois, à l'exception des vacances d'été. Pourquoi est-ce que j'ai voulu venir aujourd'hui comme speaker, bien que ce ne soit pas la situation dans laquelle je me sente très à l'aise? Parce que la collaboration entre équipe technique, entre dev et SEO, c'est un sujet qui est vraiment largement discuté dans la communauté SEO. Aujourd'hui même, il y a une conférence qui s'appelle Brighton SEO, qui est une conférence majeure dans l'industrie SEO pour les gens qui font le même métier que moi. Et vous êtes sûr qu'il y a au moins une session qui parle de la collaboration entre équipe technique et SEO. Alors, je ne sais pas si c'est un thème qui est autant discuté dans la communauté de dev, je me réjouis que vous me disiez. Mais pour moi, c'était une occasion unique, en fait, de venir vous parler et puis vous laisser voir un peu comment ça se passe dans le cerveau d'un SEO pour espérer amener ma petite contribution à la collaboration qu'on peut avoir dans une équipe quand on développe un site web. Ce qui me guide, pour moi, un site web, c'est toujours meilleur en collaboration. Sur mes projets, je travaille jamais seule. C'est très rare parce que j'ai toujours quelqu'un qui fait du design, il y a toujours quelqu'un qui fait de la rédaction et il y a toujours quelqu'un qui est développeur ou développeuse. Et à aucun moment, j'ai l'intention de remplacer l'une de ces personnes. Au contraire, c'est en travaillant ensemble qu'on arrive vraiment à des bons résultats. Un site Internet, il doit aussi servir à la croissance de l'entreprise. Pour moi, je ne vais pas faire une Ferrari et donner des recommandations pour avoir quelque chose d'extraordinaire si l'investissement il va être plus grand
que le retour sur investissement pour l'entreprise. Donc, je pousse vraiment les entreprises à savoir qu'est-ce que c'est votre site Internet et comment est-ce que vous acquérissez votre clientèle et comment va vous aider votre site Internet. Ensuite, le site Internet il doit être absolument bâti sur des données. Pour moi, de préférence, évidemment, c'est des données chiffrées. On peut aussi avoir des données quantitatives. Dans certains cas, en Suisse, on n'a pas suffisamment de données chiffrées pour être significatif comme on peut l'être dans un autre pays avec une population beaucoup plus grande. Toutefois, on doit bâtir nos hypothèses sur des données et sur des données réelles plutôt que bâtir des hypothèses exclusivement sur ce que souhaite, ce que pense une entreprise ou un chef d'entreprise. Le SEO, pourquoi c'est important ? C'est important parce que c'est ce que j'appelle ça la discoverability. En français, ça fait la découvrabilité. Le SEO, ça permet à un produit ou à un service d'être découvert. En Suisse romande, en Suisse, il y a énormément de projets, de services formidables. Il y a des gens qui ont des idées formidables. La difficulté, c'est que ces gens, ils ne savent pas forcément comment faire pour rendre ces idées et ces projets visibles. Le SEO, c'est une de ces solutions. Google, c'est un outil puissant pour être découvert. Tout le monde cherche sur Google. On cherche tout le temps des choses, des fact-checking, des informations. C'est l'outil qui nous permet de rechercher des informations. Et donc, de l'autre côté, c'est l'outil qui permet aux entreprises de partager leurs informations. Et le troisième point, je pense qu'on est toujours content de réaliser un travail utile. On ne veut pas faire un site internet et il ne sert à rien et personne ne le consulte. On ne veut pas écrire un texte et personne ne le lit. Et le SEO, c'est ce qui va permettre en fait de réaliser ces ambitions. Mais qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à qu'est-ce que c'est le SEO. L'une d'elles, c'est qu'il y a des gens qui me disent « Ah non, mais moi, je ne veux pas faire du SEO parce que je trouve que le contenu, il devient moche. » Je peux vous dire, ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est une ancienne idée. Le SEO, c'est devenu c'est quelque chose de bien plus compliqué aujourd'hui. Et ça ne fonctionne plus. Donc, si vous faites des textes qu'on appelle SEO-led, ce n'est pas ça. Le résultat n'est pas ça. Il y a aussi beaucoup de gens, plutôt quand je parle du côté technique, qui me disent « Ah, le SEO, mais pas de problème, j'ai installé Yoast sur mon site internet. » Ou il y a des gens qui me disent « Regardez, voici là, vous pouvez ajouter votre métadescription. » Le SEO, ce n'est pas ça non plus. Le SEO, il y a des outils qui nous donnent des tas de données, mais le SEO, c'est l'interprétation des données de ces outils et surtout la priorisation des choses, des activités à réaliser pour atteindre des objectifs. Donc, le SEO, c'est une activité marketing qui sert à rendre un service ou un produit visible sur une page de résultats de recherche. C'est important de remplacer cette idée, cette activité de SEO dans le contexte du marketing. Aujourd'hui, le SEO, c'est plus de 200 facteurs de ranking et les robots crawlers regardent plus de 10 000 signaux. En plus, il y a des mises à jour régulières de l'algorithme. Si vous avez des amis SEO, vous savez que c'est des moments de stress parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour le site Internet? Est-ce que tout le ranking de mes clients vont cracher ?» En général, ça ne se passe pas, mais on ne sait jamais. Donc, on ne peut pas, c'est un effort qui doit être continu et surtout, c'est un effort qui est clairement contextuel. Le SEO, ce n'est pas non plus travailler pour Google. La mission de Google, c'est d'être un outil, c'est de proposer des informations pertinentes et fiables à des gens qui cherchent des informations. Donc, c'est un outil pour les entreprises et c'est un outil pour les gens qui cherchent. Et tout le travail de Google, de ces facteurs de ranking et des choses qu'ils regardent sur le site Internet, le but, c'est dans l'immensité de toutes les pages Internet, c'est d'avoir des critères toujours plus détaillés et toujours plus précis pour choisir les meilleures pages et surtout des pages fiables et de qualité.
des informations fiables et de qualité. Mais que fait une spécialiste SEO? Ça dépend. Vous allez entendre cette réponse très souvent parce que en SEO, il y a pas une réponse, il n'y a pas une recette magique. Et si vous appliquez cette recette en disant il y a une recette magique pour les sites lead generation, et si vous faites ça, ça va fonctionner. En fait, non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça parce que, et c'est là que le contexte du marketing redevient important, un site Internet, un produit, il évolue toujours dans une concurrence, en fait. Il y a toujours des autres gens, des autres sites Internet qui essaient de ranker pour ces mêmes services ou ces mêmes mots-clés si ce n'est pas de la concurrence directe. Donc, ça veut dire qu'il y a des principes directeurs. Bien sûr, il y a des principes qui disent si vous avez un site Internet e-commerce ou si vous avez un site Internet de lead generation, vous devez faire ça. Ou il y a des principes qui disent, OK, la base du SEO, vous devez absolument avoir ça. Mais en fait, il faut adapter ça au contexte parce que ça ne sert à rien, par exemple, admettons, ça ne sert à rien de absolument travailler sur la vitesse de chargement si vous êtes dans un domaine où votre site, ça fonctionne déjà d'un point de vue humain, c'est survivable et toute votre concurrence est de toute façon très mauvaise. Donc, ou alors, ça peut faire du sens seulement si le site Internet veut absolument devenir leader. Mais il faut vraiment adapter les investissements à ce qu'on peut avoir comme retour. Donc, ça dépend parce qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette unique. Il y a aussi beaucoup de gens, vous l'avez peut-être remarqué, qui utilisent ce côté nécessaire de l'interprétation des données chiffrées des outils pour faire paraître le SEO comme quelque chose d'un peu mystérieux. Ça ne me plaît pas du tout. Je ne pense pas. Le SEO n'est pas quelque chose de mystérieux et le SEO n'est pas quelque chose de magique. Le SEO, c'est des données. Il y a tellement de données qu'on peut avoir sur le web que c'est plutôt une question de choisir des bons outils et d'interpréter ces données. Mais il n'y a rien de magique. Il y a rien de magique et il n'y a rien de mystérieux. Qu'est-ce que je fais dans mon travail? En fait, moi, je priorise des optimisations, donc des activités à réaliser sur le site Internet d'un point de vue technique ou on-page ou des activités à réaliser sur le web d'un point de vue on-page. Je priorise ces activités sur la base d'un marché, des objectifs de l'entreprise pour sa croissance et de la stratégie d'acquisition de l'entreprise. Sur le deuxième facteur, c'est que je comprends le fonctionnement des moteurs de recherche. Je comprends comment ça va fonctionner, comment un crawler va fonctionner et qu'est-ce qui va être important. Ensuite, je comprends, sans être dev, le fonctionnement d'un site Internet. Il y a toujours cette évaluation il y a des choses qui vont être très difficiles à réaliser sur un site Internet avec une solution technique. Et il y a des choses qui vont être très simples à réaliser sur un autre site Internet. Donc, il y a absolument ce dialogue de, OK, comment est-ce que le site Internet fonctionne et ce dialogue avec vous, les devs, pour dire, non, mais ça va être une recommandation d'optimisation qui va être trop chère. Donc, on fait des recommandations toujours qui sont une sorte d'équilibre entre toutes ces choses pour avoir le meilleur investissement impact. Pardon. Avant, pour les project managers, c'était assez difficile de prioriser des optimisations SEO. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a des nouvelles métriques à disposition et des nouvelles métriques qui sont vraiment liées à des questions de conversion. Par exemple, quand on parle des Core Web Vitals, c'était une mise à jour de l'algorithme qui a eu lieu l'année passée. On peut directement mettre en relation ce qu'on appelle les Core Web Vitals, qui sont des métriques très détaillées par rapport à l'interactivité, à la vitesse de chargement d'un site Internet. Par exemple, avec un site Internet de livraison pizza. La rapidité de votre chargement et la rapidité à laquelle une personne peut interagir et la facilité avec laquelle elle va pouvoir interagir et commander sa pizza, ça va clairement avoir un effet direct sur la conversion. On commence ici la deuxième partie de mon talk et là, j'ai décidé de vous raconter ça sous forme d'une histoire. J'ai pensé que ce serait plus intéressant de vous raconter
le déroulement d'un projet en bref qui s'est passé plutôt que de vous donner une grande liste de mes outils favoris et de comment je les ai utilisés et de qu'est-ce que vous devriez faire. Ça, les outils, vous avez une grande liste, ressources dans des bonus slides à la fin de mon talk et vous pouvez sans autre consulter ça seul et vous pouvez volontiers me poser des questions. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un projet de l'année passée, du printemps passé. Il y a quelqu'un qui me contacte, un monsieur qui me dit « Bonjour, mon site internet, il n'est plus sur Google. Avant, il était sur la première page. Maintenant, il n'est plus là. » C'était une entreprise active dans le domaine du recrutement. Et c'était le mois de janvier 2021. Donc moi, il me dit qu'avant, ça marchait bien et je remarque que manifestement, il s'est passé quelque chose en septembre. Parce qu'il me dit, ah, mais en septembre, parce que je lui demande à partir de quand est-ce que ça n'a pas fonctionné. Et là, je prends vraiment ma casquette d'inspectrice et de détective parce que la plupart du temps, quand il y a une situation comme ça, c'est quelque chose d'humain. Il s'est passé quelque chose d'humain sur le site Internet. Il y a quelqu'un qui a fait un changement. Donc, moi, mon job, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé comme changement sur ce site Internet. Dans certains cas très rares, oui, ça peut être une mise à jour de l'algorithme qui a totalement changé les résultats de recherche, mais en fait, dans 85% des cas, c'est une action humaine. En plus, c'est assez typique cette demande parce que, regardez, on m'appelle... Cette personne, elle m'appelle quand il y a un problème, en fait. Donc, c'est assez typique ce moment où on m'appelle pour fixer quelque chose, en fait. On m'appelle parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et puis qu'on aimerait bien que ce soit réparé parce qu'on a l'impression qu'avant, ça fonctionnait mieux. En fait, moi, ce que je remarque d'après mes questions, c'est que le 5 octobre, il y a eu la mise en ligne d'un nouveau site Internet. Alors, quand moi, j'entends mise en ligne d'un nouveau site Internet, ça allume tous mes petits gyrophares dans ma tête parce que les migrations, de nouveau, c'est un thème qui est discuté, mais énormément dans la communauté SEO parce que c'est un des moments les plus risqués d'un site Internet. En gros, quand on fait des changements, et un changement, en général, une migration, c'est un changement massif, c'est toujours problématique pour les moteurs de recherche. Il y a plusieurs types de ce qu'on appelle une migration SEO. On peut passer d'un changement de nom de domaine, donc par exemple, on change de marque, on change de .com à .ch. On peut passer de HTTP à HTTPS, pardon. On peut faire un redesign du site Internet, donc une refonte plutôt visuelle. On peut merger aussi plusieurs domaines. Admettons, il y a un site européen, un site américain, un site asiatique, on décide de tout merger et puis faire des subfolders. Ou bien, dans certains cas, on fait une migration de CMS, on doit passer, faire une mise à jour Drupal 7, Drupal 8, par exemple. La difficulté, en fait, chacune de ces types de migration, elle a son lot de complexité et de difficultés. Et il y en a des qui sont plus difficiles que d'autres, mais ce qui se passe dans la vie réelle, dans les projets, la plupart du temps, c'est que les gens, ils mixent plusieurs choses en même temps. Ils ne se disent pas, ah, je vais juste refaire une refonte graphique. Ils se disent, ah non, je vais faire une refonte graphique, puisque de toute façon, je dois faire encore la migration de mon CMS. Ah non, de toute façon, je change de domaine et je change tous les URL. Donc, pourquoi je ne ferais pas aussi une refonte graphique et du contenu? Et en fait, plus on fait de changements sur un site Internet, plus ça devient complexe et plus ça devient difficile, en fait, de transférer ce que j'appelle la valeur SEO d'un site Internet à un nouveau site Internet. Parce qu'en fait, c'est ça le cœur, le centre du problème. C'est qu'on a un site Internet, admettons, depuis 10 ans, et le site Internet, il a acquis, il est indexé, il a acquis une certaine valeur parce qu'il est là, on y a mis des informations, il y a des backlinks. Et puis nous, quand on fait, en fait, dans le meilleur des cas, on se dit on va faire une migration, on va vers du mieux. Donc, il faudrait que cette valeur SEO, que sa belle place dans la bibliothèque, dans l'index de Google, il la garde. Donc, en fait, on aimerait transférer cette valeur au nouveau site Internet. Et en fait, c'est là qu'est toute la complexité. Ensuite, on aimerait valider
que cette valeur, enfin, genre 3, 6 mois plus tard, on fait des checks pour valider que cette valeur a bien été transférée pour pouvoir faire des changements adéquats dans le cas où ce n'est pas le cas. Parce que sinon, tout l'investissement qui a été fait sur l'ancien site Internet, ça veut dire qu'on repart de tout en bas, ou en tout cas assez bas, et en plus de l'investissement qu'on fait pour la refonte. Dans le cas de ce projet, on peut se demander si c'était une refonte ou une fonte tout court, parce qu'il y a eu tellement de changements que c'était extrêmement délicat. Donc, dans le cas de ce client, c'était un projet où le focus a été mis 100% sur le design. Donc, le client ne s'est pas rendu compte à ce moment-là, mais il est passé d'une approche où son site Internet était un générateur de leads à un site Internet où l'approche était un site vitrine, que moi j'appelle plutôt un site vitrine, qui est là, qui est beau, mais qui n'est pas fait pour attirer du trafic, qui est fait pour faire un démarchage personnel et puis le donner comme référence, par exemple. Donc, en plus de ça, donc il y a eu cette nouvelle charte graphique. En plus de ça, il y a eu un changement de .com à .ch. Donc, il s'est dit, moi, je change tout mon hosting et puis je change aussi, je réorganise tous mes contenus et puis je change tous mes URL, en plus de changer ma charte graphique. Et en plus de ça, il s'est dit, mais j'enlève une langue. En fait, moi, français, anglais, allemand, ça me suffit. L'italien, j'en ai pas besoin parce que finalement, je n'ai pas de bureau au dessin. Donc, je supprime une langue. Donc, en résumé, pour moi, dans ma tête, je remarque assez rapidement que il a un peu additionné toutes les complexités imaginables, en plus dans un contexte où il a choisi une agence qui a fait vraiment un travail basé sur le design et il n'y a pas eu d'accompagnement SEO. La difficulté supplémentaire pour moi en tant que SEO, c'est que cette agence, cette équipe de développement, au début, elle a dit qu'elle n'était pas intéressée à travailler, à collaborer avec moi sur ce projet. Donc, pour moi, c'est une difficulté supplémentaire parce que quelqu'un qui a monté le site Internet, il aura toujours une connaissance, cette personne aura toujours une connaissance bien meilleure que quelqu'un d'autre qui vient après puis qui essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, la refonte a été faite sans focus sur la performance. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les pages qui attiraient un fort trafic et un revenu élevé, elles ont été supprimées. Par exemple, cette entreprise, elle avait des pages de prise de contact qui étaient ciblées sur la ville. Donc, ça fait quelque chose, mot-clé, lieu. Donc, ça veut dire, par exemple, entreprise de recrutement Genève, entreprise de recrutement recrutement Genève, recrutement Zurich, recrutement Lausanne. Ces pages, elles convertissaient hyper bien parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce domaine qui cherchent des partenaires proches de chez eux. Elles avaient beaucoup de conversions dans le sens, il y avait beaucoup de gens qui cliquaient sur ce bouton prendre contact. Donc, c'était des pages qui étaient hyper importantes. Il y a eu cette nouvelle structure des URL. Il y a ce site Internet, il avait un blog. Et en fait, ils ont réorganisé comment ils ont fait leur chemin au blog, dans les menus, les machins. Donc, tout a été vraiment différent. Ensuite, il y a eu l'implémentation d'une redirection unique de tout sur la page d'accueil en allemand. Donc, tout ce qui était de l'ancien site Internet, redirection en allemand. Et pour terminer, il n'y a pas eu un setup adéquat des goals Google Tag Manager. Ça n'a pas été mis à jour. Donc, ils ont bien remis le code de tracking de Google Analytics. Donc, je n'étais pas complètement perdue. J'avais encore des données. Par contre, ils n'ont pas mis à jour le tracking parce que simplement, ils n'avaient pas réfléchi à cette histoire de bouton de conversion. Supprimer des pages, pourquoi c'est très problématique? C'est problématique si elles attirent beaucoup, si elles font beaucoup d'impressions dans les résultats de recherche et qu'elles attirent donc beaucoup de trafic. En gros, ça veut dire que si on les supprime, c'est une somme de trafic qui est supprimée. Donc forcément, ça veut dire que quand on regarde le résultat général, on peut se dire on ne reçoit plus de trafic. Ou alors, si c'est des pages qui rankaient sur des mots de conversion, recrutement, de cadres qui sont très importantes, ça veut dire qu'il n'y a plus de pages qui rankent aussi bien sur ce mot-clé lié à de la conversion. Donc, supprimer une page, c'est jamais anodin.
Une nouvelle structure d'URL, pareil, c'est jamais anodin. Toujours, il faut toujours très, très bien réfléchir quand on se dit qu'on va réorganiser des menus ou changer les slogs. Et il faut toujours essayer de se dire, mais est-ce que le bénéfice est assez fort pour compenser la perte? Parce qu'il y aura forcément une petite perte le temps que les moteurs de recherche y recomprennent comment ça se passe. Il y aura forcément un investissement pour faire les redirections adéquates, mais il faut être très conscient qu'il y a aussi des inconvénients, il n'y a pas que des avantages. Ensuite, la redirection unique. Alors ça c'est la chose la plus irritante du monde pour les utilisateurs. Imaginez une utilisatrice qui est dans une entreprise. Elle cherche des conseils pour trouver une cadre dans le domaine de la gestion de portfolio financier sur le marché MEA. J'en sais rien. Elle cherche ça, donc elle cherche quelque chose de très précis. Elle est dans une phase informationnelle où elle ne cherche pas pour l'instant un partenaire, elle cherche cette personne, comment elle va faire. Et elle voit le résultat d'un article en première page qui lui donne les meilleurs conseils pour le recrutement de cadres sur le marché, machin. Exceptionnel, super, cool, c'est exactement ce que je souhaite. La personne, donc elle parle français, hein, cette personne. La personne, elle clique là-dessus, elle arrive sur une page d'accueil d'un service en allemand. C'est quoi cette arnaque? Non, mais en plus, elle parle pas allemand. Non, mais en plus, c'est pas ça son secteur. Elle parle français. Enfin, ça fonctionne pas, quoi. Et donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que cette personne, elle va se dire, ah, mais c'est la marque juste, donc, je vais faire une recherche sur le blog pour retrouver le même article qui m'intéresse, sachant que je dois changer de langue, que j'ai aucune garantie que cet article il existe encore. Mais non, mais jamais, personne ne fait ça. Et cette personne, elle va faire back, et puis elle va refaire ça. Soit elle fait une recherche où elle modifie ses mots-clés, soit elle reste sur sa recherche, et puis elle clique sur un autre lien. Donc ça, qu'est-ce qu'on dit à Google? On dit, en gros, on dit à l'index, je n'ai pas trouvé le résultat que je souhaite sur cette page que tu m'as présentée. Cette page que tu m'as présentée, elle n'a pas répondu à mon intention, elle n'est pas bonne. J'ai dû aller sur une autre page. Cette autre page, si elle y reste plusieurs secondes, on dit à Google, elle est meilleure. Donc, les redirections uniques, c'est un vrai problème d'utilisation et donc, ça devient un vrai problème de ranking. Ensuite, le setup GA-GTM manquant, ça, c'est vraiment un problème qui est dommage parce que le client, il avait eu un bon setup où il savait les pages qui étaient importantes et il allait, alors pas hyper souvent, mais il avait quand même un petit peu d'éducation par rapport à ces données à disposition et il allait quand même voir ses résultats. Là, le résultat, c'est que son site Internet, il ne sait pas vraiment ce que ça lui génère. Et il est passé, sans le savoir, d'un site Internet vitrine, d'un site Internet, pardon, de lead generation à un site Internet vitrine. Pour le client, qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup d'argent. En gros, pour le client, ça signifie des frais parce qu'il a payé sa refonte et en plus pour assurer son trafic, il se retrouve à payer des Google Ads parce qu'il n'a plus de trafic organique. Donc, en gros, il paye Google. Pour le client, ça signifie qu'il y avait des centaines de soft 404. Une soft 404, c'est quand il y a une redirection sur une page qui n'a pas du tout le même contenu. Donc, par exemple, la redirection d'une page service ou d'une page blog sur une page d'accueil. Google, il gère ça comme une soft 404. Ce n'est pas exactement une 404, mais bon, c'est pas beaucoup mieux. Et puis, au fur et à mesure, en fait, cette soft 404, en général, elle va avoir, ça va réagir un peu la même chose qu'une 404, dans le sens où Google, il va se désintéresser du lien, puis il va aussi, en quelque sorte, repartir à zéro. Il va recrawler parce que il va de toute façon recrawler le site Internet pour retrouver le contenu à un autre endroit sur ce nouveau site Internet. Donc, ça veut dire, dans la Search Console, on voyait qu'il y avait moins 30% de visibilité dans les résultats de recherche, donc moins 30% d'impressions.
sur les 3 derniers mois par rapport à la même période l'année précédente. Donc, il y avait une perte de trafic organique. Et puis, il y avait une perte de 77% de conversion par rapport à la même période l'année précédente, simplement parce que les gens, alors, j'avais pas les goals. Par exemple, par contre, on pouvait traquer combien de fois c'était affiché la page de merci beaucoup d'avoir envoyé le formulaire de contact, merci beaucoup d'avoir pris contact avec nous. Donc, il y avait quand même moins 77% d'affichage de cette page. Et bien sûr, il y a une perte de link juice parce que quand vous êtes recommandé par un site internet, c'est toujours mieux d'être recommandé qu'il n'y ait pas de redirection entre ces liens. Donc, de toute façon, dans une migration, on doit prévoir de mettre à jour, de contacter les gens qui ont notre site Internet pour mettre à jour ça. Donc, c'était vraiment une perte de force SEO pour son nouveau site Internet. En plus, il y avait des recommandations techniques de base qui n'étaient pas respectées. Donc là, c'est un exemple, c'est que la vitesse, évidemment, c'était un site vitrine qui était vraiment mis sur l'effet waouh. Donc, il y avait une immense image et plein de petits machins qui bougeaient, puis qui se déplaçaient, puis tu scrollais, machin, ça chargeait. Mais le truc, c'est que c'était hyper lent. Mais c'était hyper lent pour charger chaque page. Donc, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de Google? Du point de vue de Google, le truc, c'est que Google, il envoie ses crawlers qui crawlent le web d'hyperlink en hyperlink, mais aussi Google, quand il a un URL qui est indexé, et donc ça, c'est tous les URL qui sont dans la Search Console, c'est tous des URL qui sont indexés. Donc, Google, il connaît le chemin, et puis régulièrement, il va revoir pour voir s'il y a un changement, pour voir si c'est mieux, pour voir si c'est la même chose. Donc, après le 5 octobre, l'ancien site web était évidemment hors ligne, mais Google, il connaissait le chemin. Donc, il est allé revoir. Et il a refait son processus de crawling, de rendering pour remettre les pages dans l'index. Et si possible, dans le meilleur des cas, les pages, elles sont dans l'index, on va dire à la bonne place. Mais Google, il a proposé des résultats et il a retrouvé des pages. Il a proposé des résultats aux humains et il a retrouvé des pages. Il n'a pas retrouvé le contenu sur ces pages. Ni les humains, ni Google n'ont retrouvé le contenu adéquat sur ces pages puisqu'il y avait une redirection unique. Donc, ça veut dire que la place dans l'index, elle a changé pour ces URL parce que elle était moins favorable. Il n'y avait pas le contenu. Pour les utilisateurs et utilisatrices, en gros, le sentiment quand on arrive sur une page comme ça dans les résultats de recherche, c'est des sentiments you name it. C'est de la déception, de la frustration, de la lassitude. Mais il n'y a personne qui se dit, en cliquant sur un lien qui est un article de recommandation et qui arrive sur une page service en allemand, il n'y a personne qui se dit, oh chouette. On sait de sources sûres de la part de John Mu qui travaille à Google et qui fait partie de l'équipe des Search Relations, donc c'est la personne qui parle avec la communauté SEO, une sorte de porte-parole. Et ça prend du temps à Google de recomprendre un site Internet après une migration, en particulier s'il y a des grands changements de design, de contenu et d'URL. Et ça, c'est qu'on fasse le travail SEO ou qu'on ne fasse pas le travail de SEO. Donc, dans le cas où ce n'est pas fait, c'est presque comme si on repartait de zéro. Parce que Google, il refait son site Internet. Les robots crawlers, ils refont leur travail de crawling, rendering, indexing du site Internet. Et le nouveau site Internet, c'est presque comme si ça partait de zéro. Parce que le blog post, il n'est pas lié à l'ancien blog post. Donc, dans cette situation, en tant que spécialiste SEO, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que j'ai proposé? Donc, après avoir fait cet audit pour comprendre la situation, pour comprendre quelles étaient les pages, j'ai fait une liste complète des anciens URL. Donc, on a choisi dans cette liste de prendre les URL qui avaient du texte. Donc, ça veut dire les pages services, ce qu'on appelle tous ces evergreen, et les pages du blog. Et on les a matchés avec les URL du nouveau site web. Donc, on a fait ça, pour chaque langue parce qu'il avait des langues. Donc, il a choisi de matcher l'italien avec de l'anglais.
Il a matché ses articles en français avec les articles en français. Il a matché ses articles en anglais avec des articles en anglais. Il a matché ses articles en allemand avec ses articles en allemand. Parce que le truc, c'est qu'il avait supprimé une langue, mais le contenu, il avait, je sais pas, il avait genre un peu moins de 100 articles sur son blog. Ils étaient toujours existants. Donc, il suffisait de les matcher. Ensuite, on a implémenté ces redirections. Et puis, la seule chose, il y avait assez peu de budget sur ce site Internet. La chose que j'ai pu faire, c'est qu'on a pu faire un formatage adéquat des images pour desktop et web, plutôt que ce soit formaté, plutôt d'avoir ces images en haute résolution. Moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est refaire les pages à haut trafic. Par exemple, lui, il avait réuni une page contact avec toutes les villes. Moi, j'aurais voulu refaire les pages qui sont ciblées sur les villes parce que c'était des pages qui fonctionnaient si bien. J'aurais voulu aussi remettre à jour le setup des goals dans Google Analytics et le setup Google Tag Manager pour qu'il puisse retourner à utiliser son site Internet et puis essayer dans le but de faire descendre ces investissements SIA, parce que le SIA, le jour où vous arrêtez de payer, vous êtes à la page 162. Hein. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre du SIA et du SEO. Donc, vous pouvez faire du super SIA, ça ne change rien à votre trafic organique, à votre SEO. Ensuite, j'aurais bien voulu travailler avec l'équipe technique sur la rapidité. Mais le client, il a décidé qu'il avait déjà assez investi pour son site Internet en temps, en argent, et que maintenant, il utilisait ce site Internet tel qu'il était et que ça lui convenait d'avoir des annonces qui tournaient. Je lui ai conseillé, évidemment, mais enfin, on ne peut pas utiliser le site Internet pour ranker, mais je lui ai conseillé d'utiliser beaucoup Google Profile Business parce que ça aide pour ses recherches locales qui sont liées à une ville. Ensuite, il l'a fait, il ne l'a pas fait. Donc, si vous voulez penser comme une SEO, qu'est-ce qu'il faut faire avant une migration? La chose principale, il faut gérer les attentes de la clientèle. Le truc, c'est que c'est pas à nous. Nous, je pense que notre rôle, c'est de conseiller la clientèle sur ce qu'on pense être le mieux et de lui expliquer suffisamment bien pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée. En revanche, il faut gérer ses attentes. Si votre clientèle elle vous dit non, mais moi, cette focus, c'est 100% sur du design. Il faut lui dire, OK, mais sachez que si on ne prend pas en compte comment cherchent les gens sur le web, ben, il est possible que vous deviez attirer votre clientèle via d'autres canaux de trafic que le trafic organique. Le trafic organique, il ne vient pas de manière... Donc, c'est totalement OK d'avoir un site vitrine si vous avez, par exemple, un super fort démarchage en personne, une stratégie d'outreach, ou si vous avez une super communauté sur Instagram. Vous avez juste besoin d'un site vitrine. Et c'est très bien, parce qu'il y a des marques à qui ça correspond bien. Mais il faut prévenir les gens, en fait. Ensuite, rediriger les pages de contenu similaires, et là, je dis y compris les PDF et les images, vers du contenu similaire. Oubliez la redirection unique au niveau du domaine. Ensuite, s'il n'y a pas de contenu similaire, ou si le client n'est pas intéressé à faire ce travail des redirections, ce qui arrive, faites une custom 404 plutôt qu'une redirection unique. Parce que de toute façon, une redirection unique, c'est du soft 404, mais au moins, avec une custom 404, vous soignez votre utilisatrice et utilisateur. Vous lui dites, voilà, on a changé notre site Internet, on est désolé, on a fait beaucoup de travail, cette page, elle a été déplacée, est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît bien, quand même retourner voir la page d'accueil parce qu'on est quand même un service formidable. Donc, vous gérez un peu mieux les gens. Ensuite, avant de supprimer, toujours évaluer la valeur du contenu. Si dans les 6 mois, c'était la page qui ramène le plus de trafic ou le plus de conversions, alors c'est OK de vouloir supprimer cette page. Admettons que l'entreprise, elle fait plus de service. Par contre, il faut comment on dit, comprendre ce qui va se passer, ce que la personne, elle va voir dans ses résultats. Ensuite, collecter des données à propos de l'ancien site, parce qu'il y a certaines
une fois que le site il est hors ligne, il y a certaines données qui deviennent plus compliquées à collecter que quand le site il est en ligne. Donc, en fait, c'est plus simple et rapide de collecter des données pour pouvoir les comparer après, dans le sens où si le client il dit ah, vous avez fait ça fonctionne plus, j'ai plus mon ranking machin et tout, ben après on peut comparer les données de l'ancien site avec les données du nouveau site et puis dire ah ok, ben c'est là que en fait ça change et puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. Par exemple ah ben c'est là en fait on avait un site super rapide ou ben là il y avait ça et ça dans le contenu pour savoir exactement pour cibler les modifications. Euh, et puis, pour un nouveau site Internet, ce sera toujours plus simple de respecter les recommandations de Tech SEO de base avant une migration, au moment où vous pensez le site Internet, que de faire des fixes après. Et après la migration, il faut absolument s'assurer que le nouveau site Internet il peut être indexé parce qu'il faut qu'il puisse être crawlé, il faut qu'il puisse être indexé. Si ce n'est pas le cas, il y a de toute façon 0% de chance que ça arrive dans les résultats de recherche. Il faut vérifier les redirections. Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? Est-ce qu'il y a des chaînes? Ça arrive des fois qu'on mette des virgules mal placées et du coup, ça fait bugger des trucs. Il faut s'assurer qu'il y a un tracking suivi dans Google Analytics, Tag Manager et la Search Console. C'est toujours mieux, pas mettre un nouveau code de tracking. Et un truc à penser au niveau du contenu, il faut mettre à jour les liens internes et les liens externes. Il ne faut pas qu'il y ait un lien sur un bouton ou un lien dans du contenu qui soit une redirection. Il faut que ce soit le nouveau lien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire, autant sur le site Internet qu'à l'externe dans les backlinks. Est-ce que ce projet est une réussite? Ah, ça dépend. Ça dépend. Alors, d'un côté, c'était une réussite parce que j'ai réussi à expliquer à ce client ce qui s'était passé. D'un côté, ça n'a été pas du tout une réussite parce que l'équipe technique, elle n'a pas voulu travailler avec moi. Donc, j'ai dû travailler, on a travaillé avec une autre dev. Et puis, il n'avait pas la même le client, il n'avait pas la même confiance en cet autre dev en ses anciens devs. Et puis, il y a eu des dissensions. L'équipe technique de base a dit que, évidemment, ils ont, pour moi, c'était très difficile en fait de dire, bah, voici les causes, voici pourquoi ça ne rank pas, c'est qu'il y a ça et ça qui a été fait à la migration. Et en fait, c'est hyper difficile de dire ça parce que ben, quelque part, je dis ils ont fait du mauvais travail. Ben, parce que c'est eux qui n'ont pas pensé à le faire. Et ben, c'est délicat parce que moi, je n'ai pas envie d'accuser les autres. Et puis, je préférerais qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ben, ils l'ont hyper mal pris. euh, et, et je pense que c'est typiquement une situation qui aurait pu être évitée si les attentes du client avaient été ménagées. Parce que le problème, il venait à la base que le client, il n'a pas compris qu'il y avait des approches différentes pour faire un site Internet, qu'il y a des sites Internet qui peuvent être des sites vitrines, qui sont extraordinairement beaux, qui font un effet waouh, mais c'est souvent pas des sites Internet qui sont optimisés pour la performance et pour générer des leads. Et puis du coup, lui, il n'a pas compris ce qui s'est passé en fait. Donc, d'un côté, c'était bien, d'un côté, c'était pas bien. Et aussi, moi, ça m'a beaucoup appris à avoir ce que j'appelle ma poker face. Parce que dans ma bulle SEO, c'est hyper important les migrations et toutes les difficultés qu'entraîne une migration. Ce n'est pas des choses qu'on peut ignorer. Mais dans un autre domaine de compétences, il y a d'autres priorités et c'est des choses qui peuvent être ignorées. Et moi, quand je donne mes recommandations et quand je découvre ce qui se passe, mon rôle, c'est d'être très factuel et d'indiquer ce qui peut être fait sans juger. Parce que
on prend toutes et tous les meilleures décisions possibles avec notre connaissance de la situation. Ce client, autant que cette équipe technique, ils ont essayé de faire le meilleur possible. Ils avaient vraiment l'intention de faire un bon site web. Et sous beaucoup d'aspects, c'était un bon site web. Ce n'était pas un bon site web qui, après coup, a rempli les attentes. Il y a certaines attentes qui n'ont pas été remplies. Mais ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de bien. Et la deuxième chose, c'est que personne n'apprécie de voir son travail jugé. Du coup, en tant que SEO, c'est la partie délicate du travail relationnel, c'est qu'on doit donner des recommandations d'une forme qui ne soit pas en mode, mais vous n'avez pas pensé à faire ça, mais au contraire, qui soit, OK, voici la situation, voici ce que vous pouvez faire. Et je pense que des fois, on est un peu pris, on se dit, mais mon Dieu, mais pourquoi ils ont fait ça? Et donc, c'est un équilibre délicat à acquérir. Euh, donc, comme je le disais au début, cette présentation, la collaboration équipe technique SEO, c'est un sujet qui est largement discuté dans la communauté SEO parce que c'est essentiel et central à la réussite d'un projet. On ne fait rien toute seule. Et donc, avec ce talk aujourd'hui, j'espère avoir ajouté ma pierre à l'édifice pour que tout le monde puisse briller et qu'on puisse ensemble faire des projets exceptionnels. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.